Alors, il y a de nombreux systèmes qui utilisent déjà, évidemment, l'intelligence artificielle, les bots pour des moteurs de recherche ou de la traduction automatique, et puis les chatbots, ce sont des agents BAVA, des agents conversationnels, et on travaille au LIMSI, donc le laboratoire d'informatique pour les mécaniques et les sciences de l'ingénieur, sur l'aspect parole, écrit, tout le langage, l'interaction avec des machines. Et je travaille plus précisément sur des chatbots affectifs, donc je vais parler de l'affective computing, et j'ai effectivement aussi des applications sur des robots. L'affective computing, c'est né dans les années 97 au MIT, par les travaux MIT, Massachusetts Institute of Technology, des travaux de Rosalind Picard, et je vous en reparle un peu après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces chatbots, on le voit déjà par Siri au téléphone, vont être partout. Moi, je reviens des États-Unis où j'ai ramené Google Home, Alexa. Alexa, ça vaut 49 $. C'est donc très accessible. Et donc, on ne peut pas voter dans mon salon avec l'une ou l'autre des machines, qui d'ailleurs, de temps en temps, communiquent entre elles. Pas grand-chose, mais elles peuvent entendre ce que dit l'autre et donc réagir. Ce sont des machines que je regarde parce que j'essaie de voir si elles sont déjà traitées ou pas du dialogue. En fait, elles ont peu de mémoire pour l'instant et pas d'affect. Et donc, il y a un certain nombre d'applications qui sont mises, donc on n'imaginait pas forcément. Je n'ai pas besoin d'un minuteur pour les œufs à la coque qui soient aussi perfectionnés. Mais en fait, vous voulez lui demander tout un tas de choses et c'est assez intéressant quand même de voir que la traduction marche pas mal, qu'il y a des jeux, etc. On peut imaginer que bientôt, on va les avoir à domicile, que ce soit à travers donc, des tablettes, à travers ces petits objets, et puis à travers des objets avec des écrans comme Jibo, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez ce robot américain qui devrait arriver très bientôt, où il y a un petit écran en plus avec des yeux ou qui projette des informations, et qui est aussi un chatbot dans la maison. Donc ça sera au quotidien, et donc Amazon fait un tabac aux États-Unis, et 20% des foyers aux États-Unis l'ont déjà. Donc cette machine, elle est dans mon salon, je sais pertinemment qu'elle enregistre tout ce que je dis, que je ne sais pas où tout cela va. Et que ces données personnelles, en tout cas, il faut s'en préoccuper. Donc, il y a eu beaucoup d'actions du gouvernement, en tout cas en France, sur l'idée d'anonymisation, etc. Donc, j'en reparlerai. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, je regarde comment elles comprennent, qu'est-ce qu'elles comprennent. Une machine ne comprend pas, c'est un premier concept qu'il faut comprendre aussi. C'est qu'elle fait que détecter des corrélations entre des formes. Et puis, elle peut apprendre, par exemple. Donc, elle peut apprendre, ça veut dire imiter ce qu'elle voit. Et puis, dialoguer si on lui a mis des informations pour créer un dialogue et agir dans notre environnement 3D si effectivement c'est un robot incarné, sinon c'est dans l'environnement d'Internet. Alors qu'est-ce qu'un robot? J'avais repris juste la définition de Karen Capek. C'est une machine qui était vue comme un esclave au départ, donc qui est capable d'avoir des capteurs pour la perception. C'est trois grandes technos, c'est de la perception, des processeurs qui analysent les paramètres pour prendre une décision, et puis enfin une restitution dans le monde réel avec des actionneurs, et ça peut être aussi avec du langage. Maintenant, je vais revenir sur l'IA pour bien comprendre les vagues de l'IA. Je ne vais pas refaire de l'historique que vous connaissez tous, mais disons qu'on va s'intéresser à ces concepts. Perception, apprentissage, abstraction, raisonnement. Les premiers systèmes qu'on fait en IA, ce sont des règles, des systèmes experts, où l'humain met ses connaissances pour que la machine raisonne, pour que la machine perçoive. Ensuite, la deuxième phase, c'est l'apprentissage statistique. Moi, j'ai fait une thèse sur la reconnaissance de la parole en 92, où j'utilisais déjà des réseaux de neurones. Donc, ce n'est pas très nouveau, l'apprentissage avec des réseaux de neurones. Par contre, il n'était pas profond, tout simplement parce que mes réseaux mettaient de temps en temps un mois pour me donner un résultat sur la puissance des machines qu'on avait à l'époque. Donc, on l'a abandonné assez vite, ce qu'on peut comprendre. Donc, la deuxième vague qui est encore la suite de ceci, maintenant, c'est qu'on a des processeurs, des GPU, une capacité de calcul énorme, de capacité de mémoire énorme, des grandes bases de données, et donc on est capable d'aller beaucoup plus loin, et là on fait du deep, c'est-à-dire des couches très profondes, mais j'en reparle juste après. Donc juste pour vous dire, ça fait de l'apprentissage, mais ça ne comprend pas ces machines. La compréhension serait liée à de l'ontologie, à du sens. Alors on peut mettre des premiers rudiments de connaissances experte, et puis la machine va se nourrir de ce qu'elle voit pour renseigner ses représentations. La troisième vague actuelle en deep learning, c'est l'idée d'adapter au contexte automatiquement, de comprendre le sens commun des choses, ce qui est très difficile pour une machine. On parle par exemple d'affordance. Quand vous demandez à un enfant, il voit un objet nouveau, il imagine tout de suite, ou même un adulte, vous voyez un objet nouveau, vous avez tout de suite une projection sur qu'est-ce que pourrait être l'utilité de cet objet. Une machine, elle voit un objet,
pas de sens commun, elle ne sait pas comment l'attraper. Donc à chaque fois, c'est un nouvel apprentissage pour apprendre comment utiliser cet objet. Donc voilà, le Graal, c'est ça, c'est abstraction, raisonnement, et puis surtout tracer ce que font ces machines et qu'elles puissent expliquer leurs décisions. En fait, elle aborde des tâches qu'on ne sait pas spécifier. On ne sait pas dire, par exemple, si je reconnais les chats dans les images de Google, qu'est-ce qu'un chat? C'est difficile à dire si on veut le reconnaître sur une image. Donc qu'est-ce qu'on fait? On remplace cette spécification par une masse de données qui est dictée par des humains pour donner des classes, par exemple des classes d'animaux. Et derrière, on va apprendre à travers toute une série d'algorithmes d'apprentissage machine qui sont supervisés, non supervisés ou par renforcement. C'est les 3 types d'algorithmes qu'on va trouver, avec différentes architectures qui sont des réseaux de neurones, des réseaux... Alors, dans les réseaux de neurones, il y a beaucoup de sortes. On va trouver du convolutif, du récurrent, qui va nous permettre d'apprendre encore mieux des séquences d'informations ou rendre plus robuste l'apprentissage par cette convolution. Pour comprendre un peu quand même les principes des réseaux de neurones, c'est une base d'une modélisation d'un neurone qu'on voit à droite. C'est l'idée que dans le soma arrive une somme d'activités qui arrive par les dendrites, si je parle d'un neurone humain. Et puis derrière, dans ma modélisation, qu'est-ce que je fais? Je fais une somme de ces activités qui arrivent et derrière, j'ai une fonction dite d'activation qui va laisser passer ou pas une certaine activité qui, sur le neurone humain, va être propagée sur l'axone qui va en direction d'autres dendrites et ainsi propager l'activité à d'autres neurones. Donc on voit que la fonction mathématique ou la représentation en tout cas qu'on en fait est très simplifiée. Et on a beau parler de réseau de neurones et le fait que la connaissance est distribuée, eh bien, on est quand même sur une représentation sur machine qui est discrète, hein, c'est pas continu. Donc après, on organise ces cellules neuronales dans des couches qui sont connectées de différentes manières. Alors, on a, par rapport à ce que je faisais en 92, des batteries, des librairies entières de tous les outils nécessaires pour construire du deep learning. Mais il faut vraiment comprendre que pour faire quelque chose d'efficace, il faut une certaine technique. Hein, donc il faut tuner ces systèmes, donc il faut les optimiser. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. On peut très vite faire de la bêtise artificielle avec des réseaux de deep learning, si on ne sait pas comment ça marche. Et puis, l'autre chose, il faut faire attention aux données qu'on met en entrée, sinon on peut rapidement aussi faire des choses qui seraient discriminantes ou non loyales. Mais avant ça, ce système qui a fait que tout ceci est arrivé, en fait, autant dans les médias, c'est le fait que un système informatique puisse battre un champion de Go. Le Go, dans notre culture, ça arrive dans les années 70. On est moins fan de jeux de Go qu'on l'était de jeux d'échecs. Le jeu d'échecs a déjà été battu par une machine avant. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que ce jeu-là est représenté par la machine par en fait, les 3 algorithmes dont je viens de parler. Grosso modo, il y a du non supervisé, du supervisé, de deep learning, du renforcement par l'algorithme de Monte Carlo. Donc Monte Carlo, c'est du hasard. On va chercher dans l'espace des possibles des solutions différentes pour essayer de vérifier qu'on n'est pas dans un minima local. Je ne sais pas si je parle à tout le monde dans un jargon trop mathématique, mais j'essaie d'être compréhensible. Ce qui est étonné, c'est que AlphaGo faisait des coups que l'humain n'avait pas prévus. Et en fait, moi j'ai beaucoup discuté avec Fan Hui, qui était un champion de Go, qui a entraîné ce système chez AlphaGo. Il me disait, je réfléchis à 50 coups, ce qui paraît déjà monumental. Et quand il regardait les logs de la machine qui avait gagné, là, réfléchissait sur plus de 60 coups en profondeur et sur une largeur de spectre beaucoup plus grande que ce que faisait l'humain. Donc déjà, elle avait tracé des possibilités que l'humain ne pouvait pas concevoir. Et donc, c'est pas magique, hein, ça n'avait rien de magique, même si les gens ont trouvé ça exceptionnel. Et lui m'a dit, ça enrichit mon jeu et maintenant, je bats encore plus de monde grâce à cette machine. C'est-à-dire que cette complémentarité entre les machines et les humains, c'est ça qu'il faut arriver à faire, que ce soit dans le monde du travail ou que ce soit en les utilisant comme ça. AlphaGo, ça a relancé donc toutes les promesses sur l'intelligence artificielle très performante. Ça ne doit pas non plus occulter le fait que ces systèmes ont des biais. Je vous en donne quelques-uns sur le deep learning que je n'ai pas mis là. Par exemple, si je prends notre reconnaissance de chats et contre des lions, j'enlève l'œil d'un lion, j'enlève ses pixels, la machine ne va plus reconnaître que c'est un lion. Alors que l'humain reconnaît bien que c'est un lion. Si je génère des images à partir d'un modèle obtenu par Deep Learning, je vais trouver des images avec une forte performance de détection qui ne représentent pas quelque chose que l'humain peut percevoir. Et puis le dernier exemple que j'ai, que je trouve assez parlant, c'est que quand on lance ça sur un grand nombre d'images qui sont sur Internet, par exemple, pour faire la reconnaissance entre des chats et des lions, on peut retrouver de la savane étiquetée lion. Pourquoi ? Parce que dans mon corpus d'apprentissage, j'ai beaucoup de lions avec de la savane derrière.
Donc vous voyez que le biais qu'on peut trouver dans le choix des données, il est effectivement important. Cette machine n'est pas super intelligente, elle est par contre elle fait des choses qui seront plus spécifiquement, qui peuvent être en capacité plus forte que ce que peut faire l'humain, et c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est que sur des domaines spécifiques, ces machines peuvent nous rendre des services énormes. Par contre, il faut les surveiller. Et puis la décision ne doit pas être laissée à la machine seulement, ou seulement dans les cas, en tout cas, qu'on a bien verrouillés. Et l'idée, c'est de combiner les décisions entre ce que vont faire les machines et les humains. Donc effectivement, répondre à des questions encyclopédiques pour reconnaître des personnes, la machine sera beaucoup plus forte, faire des calculs, elle sera beaucoup plus forte. Alors par contre, il y a une opacité des décisions, ce que j'ai dit tout à l'heure, toute la connaissance est distribuée à travers des poids dans les réseaux, donc ce sont des choses un peu abscontes. Quand on regarde ce que présente Yann Lequin, par exemple, il va vous dire dans les premières couches, quand je fais ces reconnaissances sur les chats, etc., je vois des traits verticaux, horizontaux, et puis dans les couches plus profondes, je peux trouver des oreilles, des moustaches, ce que vous voulez. Enfin, c'est juste un petit ensemble qu'on peut définir comme ça. Le reste n'est pas accessible, c'est-à-dire que l'humain ne perçoit rien dans ce qui est codé par les machines. Donc il y a un énorme champ de recherche dont je parlais tout à l'heure, qui est la troisième vague de l'IA qui commence depuis quelques années, enfin 2 ans, 3 ans, enfin, très peu, qui est l'idée d'aller au-delà et de comprendre comment on peut visualiser ce qu'il y a dans ces réseaux. Donc la machine, il faut bien comprendre que son apprentissage est très différent de l'apprentissage d'un humain. J'ai parlé du sens commun tout à l'heure que les machines n'ont pas. Elle n'a pas d'instinct ni d'intention pour prendre des décisions. Elle ne sait pas construire de façon autonome des représentations nouvelles pour des nouvelles tâches, ou de façon très rudimentaire en recopiant des choses qu'elle avait déjà vues. Donc c'est ces sujets-là qui sont les sujets qui sont le Graal des chercheurs, et je pense que vous parlerez de la sémantique tout à l'heure. Et donc elle peut pour l'instant imiter l'humain. Les défis donc, de cet apprentissage machine, c'est 2 choses. C'est ce que j'ai parlé, les black box. Donc on travaille beaucoup sur adversarial network par exemple, c'est des objectifs où on veut faire piéger les robots avec d'autres machines, qui sont peut-être du deep learning, pour essayer de les rendre plus robustes, de traquer en tout cas les cas où elles ne marchent pas bien dans ces périmètres où on ne sait pas bien ce qui va se passer. Donc tout est un problème d'évaluation et de contrôle de l'apprentissage. Et l'autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un autre aspect qui intéresse les chercheurs, c'est que la machine s'adapte en continu à l'humain. Donc ça veut dire qu'elle est capable d'apprendre ses habitudes, voire de modifier son modèle interne de reconnaissance des émotions ou je ne sais quoi. C'est des choses complexes, mais on commence à essayer de les mettre en œuvre. Pour ça, il faudrait aussi se munir d'évaluation en continu, et c'est un sujet important qui n'est pas encore pris en compte. Et pour ça, moi je pense qu'il y a un secteur de recherche qui est la science du comportement des machines, et la coévolution humain-machine. Les machines vont s'adapter aux humains, les humains vont s'adapter aux machines. Je n'ai plus en mémoire aucun numéro de téléphone, parce que mon portable est la mémoire de mes numéros de téléphone, si je prends un exemple tout simple. Donc c'est des questions technologiques, éthiques, juridiques et sociétales. Donc c'est pour ça que j'ai une casquette aussi un peu large, et je travaille aussi à Paris-Sorbonne avec des philosophes, des gens en sociologie, sur ces sujets. Donc l'éthique, c'est important. L'éthique, c'est quelque chose d'assez générique, on essaie de mettre des règles universelles, qui existent très peu en fait. Mais c'est une réflexion qu'il faut avoir, sans penser qu'elle est un frein à l'évolution et à l'économie. Je pense qu'au contraire, c'est un atout, et c'est ce qu'on a dit dans France IA pendant tous les débats qu'on avait, et ce que reprenait le ministre de la Recherche, qui était l'idée qu'il faut monter sur ces évaluations, ces anticipations de risques pour être plus performant, avoir la confiance des clients et pouvoir lancer des systèmes qui seront peut-être mieux, finalement, plus consommés que d'autres systèmes qui viendraient d'autres pays où il n'y aurait pas ces garde-fous de nuit, en tout cas. Donc on cherche un label bioéthique pour les machines qui serait, à mon avis, une réelle utilité. Pour l'instant, il y a une insuffisance de réflexion éthique sur les changements dans la société et sur ces règles éthiques. Je donne juste un exemple de dilemme éthique. Un véhicule autonome qui se trouverait à choisir entre sacrifier son jeune passager ou 2 enfants imprudents ou un vieux cycliste en règle pourrait être programmé suivant plein d'éthiques différentes, au moins 3. La première, l'éthique d'Aristote, la vertu, l'abnégation, donc je me sacrifie. C'est une forme qu'on pourrait mettre dans la machine. La deuxième, une éthique déontique, le respect du code de la route. Les 2 enfants, ils ont passé en dehors des clous, tac, je peux les écraser. Une éthique conséquentialiste. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je minimise le nombre d'années perdues.
Alors je comptabilise, il est jeune, il a tel âge, ceux qui passent devant ont tel âge, donc je vais écraser au mieux pour garder un plus grand nombre de vies, d'années de vie. Le propos d'une machine, c'est certainement pas de traiter ce genre de cas, enfin vous voyez en tout cas que c'est difficile, ce sont des dilemmes, mais en attendant, voilà, ça pose des questions à la société tout entière. Ensuite, il y a eu quelques cas qui sont passés sur Internet que je voudrais vous soumettre, qui étaient importants, sur l'idée de penser à l'éthique. Donc cas numéro 1, c'était ce qu'a fait Google à partir de la reconnaissance faciale par Google Photos. Alors, il y avait des tas d'articles qui disaient est-elle raciste? Pourquoi? Parce qu'ils avaient entraîné leur système avec un corpus de données où il n'y avait pas beaucoup de visages de couleur foncée, et du coup, ils savaient bien reconnaître les peaux blanches et pas du tout des personnes qui auraient une peau plus foncée. Donc effectivement, c'est monté assez vite au créneau, et des gens qui triaient leurs photos étaient reconnus comme des singes ou autres animaux, et pas comme des humains, donc il avait fait un tollé dans les médias. Un autre sujet qui est important et qui va rebondir par rapport à ce que je disais avant, c'est taille de Microsoft. C'est-à-dire en fait un chatbot que Microsoft met sur Twitter au début de la journée. Il aime l'humanité, il est fort gentil, et il est supposé être programmé pour être avec une intention positive. Mais en tout cas, il est hacké ou il n'est pas hacké, il discute avec des internautes malveillants qui lui tendent à avoir des propos non politiquement corrects. Et à la fin de la journée, il est pro-nazi, anti-progrès, tout ce que vous voulez. Il tient des propos insupportables, donc il est retiré par Microsoft d'Internet. Tout ça se fait en 24 heures. Et il a prouvé, en tout cas, les chercheurs ont prouvé qu'ils étaient capables de faire des systèmes qui s'adaptent. En Russie, une autre application qui est intéressante, ils disent tous que c'est très bien, on va mettre tout en open source. Bon, alors attention à l'open source, parce que c'est facile de créer des systèmes un peu farfelus qui feraient des choses pas désirables. Donc là, cet exemple-là est assez amusant, hein. Une application de reconnaissance faciale détournée pour révéler l'identité d'actrices de film X. Donc c'est en Russie, ils s'amusent bien avec leur Facebook local, qui s'appelle pas Facebook, mais Vloncape, voilà. Sur le profil de la personne, ils trouvent donc des photos, etc. Ils créent un système qui est capable de détecter l'identité de la personne, puisqu'ils sont sur Facebook, et ils appliquent ça à des films X pour trouver le nom des jeunes filles qui se commettent. Donc maintenant, je vais revenir à ce que je fais plus sérieusement, mais vous avez vu qu'il y a quand même des parcelles sur l'éthique qui sont importantes à prendre en compte. Et moi, je travaille dans un sujet hautement éthique aussi, qui est l'affectif. Donc j'ai parlé de l'origine dans les travaux du MIT par Rosalind Picard, qui publie en 1997 un livre qui s'appelle Affective Computing. Alors qu'est-ce que c'est Affective Computing? C'est en fait 3 capacités différentes. Le fait de pouvoir reconnaître les émotions, qui est un abus de langage, hein, quand on dit comprendre les émotions. Hein, j'entends beaucoup d'industriels qui disent, à un moment donné, des industriels ou des chercheurs, on comprend les émotions. Encore une fois, la machine ne comprend pas. Elle est capable de percevoir des choses, mais elle ne comprend pas ce que c'est intrinsèquement. La capacité de utiliser, en tout cas, ces informations perçues dans un système qui résonne et qui va s'adapter à la personne. Et puis la capacité donc de générer des expressions émotionnelles, empathiques, d'humour. Donc je reviens du Japon pour avoir parlé de ces questions. Donc on est très différent des Japonais, de la culture japonaise, en ceci que nous on considère qu'il y a Frankenstein derrière avec la machine ou le golem. Hein, il va y avoir forcément une rébellion de la machine intelligente. Donc ça nous permet d'attiser les peurs un peu partout. Donc dans les médias, tout ça se mélange et joue contre l'acceptation de ces nouvelles technologies. Au Japon, c'est le contraire, il y a l'animisme et le fait que tout objet a une conscience, le fleuve respire et pense, etc. Et c'est pas gênant. L'émotion, en tout cas, il ne faut pas leurrer les gens, donc on ne reconnaît pas, on ne perçoit pas l'émotion de quelqu'un, puisque l'émotion est interne. On ne voit que la composante expressive, la composante comportementale. C'est-à-dire à travers la tessiture de la voix, c'est ce qu'on fait dans le labo. Vous êtes content d'être là? Voilà, j'ai fait ça. Alors, j'ai dit que vous étiez content dans le texte, et puis j'ai montré que j'étais quelque part pas contente dans la façon de le prononcer. Et donc, ma voix a monté. Donc, on appelle ça la prosodie, en fait. Il y a 3 grandes dimensions. Il y a l'énergie qu'on va aller chercher dans la voix, le fait que le timbre de la voix monte, et puis il y a des variations importantes, et le fait que le rythme s'accélère aussi. Donc, c'est des facteurs comme ça qu'on va percevoir dans la voix, qui vont pouvoir être très informatifs pour montrer que, justement, la personne pense le contraire de ce qu'elle vient de dire. La parole, c'est le premier canal de communication qui contient de l'affect, des indices sociaux. On travaille beaucoup là-dessus. Et puis sur le fait de savoir comment on va interagir
interagir avec des machines. On sait interagir avec un enfant, on sait ce qu'a dans la tête à peu près un enfant, on voit son âge, on se dit, bon, il a telle capacité. Quand je rencontre quelqu'un d'étranger, je me dis, ah, il a telle culture, donc je m'adapte. Quand je vois mon chien, je pense aussi que c'est à peu près ce qu'il a perçu, on ne connaît pas encore grand-chose, mais disons qu'on a des rudiments, en tout cas on a des expériences avec l'interaction avec les animaux. Maintenant, quand on voit le petit robot qu'il a, qui est un robot japonais, qu'est-ce qu'il sait ? Donc, on voit qu'il y a une opacité terrible de ces robots. Et puis, même s'ils vont être capables de communiquer, dialoguer, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et même si, en tout cas, ils n'avaient pas d'informations affectives, ils seraient capables, les humains seraient capables, en tout cas, de projeter des intentions affectives sur ces machines. Depuis que j'ai écrit ce livre qui se veut grand public, ou large audience, j'ai beaucoup de demandes de journalistes pour parler autour des robots. Et donc, j'ai eu un courrier d'électrice qui était étonnant de propos. Au départ, je me suis dit, bon, je ne vais pas répondre à ça. Mais finalement, c'est important de répondre à ce genre de propos. La personne disait, j'ai un robot Roomba chez moi. Et puis, quand il s'arrête au milieu de la pièce, que pense-t-il ? Que pense-t-il Ou alors, s'il tombe sur un obstacle, va-t-il être mécontent ? Waouh ! Et la dernière question, c'était si voilà, ce robot est autonome. Alors, l'autonomie, c'est un terme qu'on galvaude. Hein. L'autonomie humaine, c'est autre chose que l'autonomie d'une machine qui va juste aller retrouver sa base pour se recharger. Hein. Cette personne disait, comment j'apprends ça à mes enfants ? Comment on va vivre, en gros, dans la société avec des machines intelligentes capables d'autonomie ? Alors, il est vrai que émotion, conscience, autonomie qu'on entend quand on parle des machines, ce sont des mots qu'il faut comprendre comme émotions artificielles. Hein. Je ne prétendrai jamais qu'on peut comprendre toutes les émotions des humains, qui sont souvent superposées. Pour avoir fait beaucoup d'études dans les collectes de données, dans les call centers, au SAMU ou dans d'autres applications. Donc c'est très complexe. Donc ce qu'on fait actuellement est très très simplifié. Donc la machine imite l'homme, l'homme regarde la machine, il y a des ressemblances, des dissemblances, il y a un jeu de projection. Et c'est vrai qu'on l'a fait déjà avec un ours quand on était petit, il y a des projections de faits sur des objets. Et donc sur l'aspirateur autonome, c'est ce que j'en viens d'en parler, mais aussi les robots démineurs. Les robots étaient téléopérés par des militaires, et comme ils sautaient à leur place sur des mines, eh bien les gens ont un certain affect pour ces machines. Si elles sont cassées, ils veulent la réparer, et ils font des simulacres d'enterrement, des médailles de guerre, etc. Donc ça peut aller très loin dans l'idée de personnification de la machine. Donc ça, c'est important de comprendre. L'anthropomorphisme, c'est ça, c'est l'attribution donc, de caractéristiques comportementales ou morphologiques qu'on va donner humaines à la machine. Et donc créer cette relation affective avec les robots ou avec les bots, c'est plus de la science-fiction. C'est encore de la science-fiction parce qu'on n'est pas assez avancé. On l'a vu dans Her, par exemple, qui était quelqu'un qui tombait amoureux d'une voix de Scarlett Johansson, qui était très sexy au téléphone et qui était omniprésente. Et jusqu'à ce qu'il s'aperçoive que cette parfaite voix fantastique qui disait éprouver des choses pour lui, le faisait avec plus de 1000 autres personnes, et du coup, le masque était tombé. Alors, il y a quand même un point qui est intéressant lorsqu'on est sur ces sujets où on s'approche de la ressemblance de l'humain. Il existe des travaux que je voudrais vous parler, c'est la théorie de la vallée de l'étrange. Qui connaît cette théorie ? Uncanny Valley. Bon, une personne, donc j'en parle. Pourquoi on en parle ? Parce qu'au Japon, on essaie de faire des clones de l'humain. Ça s'appelle des géminoïdes. Donc on peut le faire en copiant de façon presque parfaite une voix, hein, si c'était qu'au téléphone. Et si c'est un robot, vous voyez, donc le chercheur est derrière et voilà son image 3D devant son géminoïde. Il cherche à les rendre autonomes, donc pour l'instant, ils ne marchent pas bien, c'est difficile la marche pour les grands robots, mais sur, par exemple, l'interaction affective dialogique, un chatbot dans ce robot, ils sont en train de le faire au Japon pour passer le test de Turing. Le fait un individu en face, donc cette idée de brouiller la frontière entre le vivant et le non-vivant. Alors la vallée de l'étrange, Masahiro Mori l'a produit dans les années 70, c'était l'idée que plus on va s'approcher, donc c'est un anthropologue, plus on va s'approcher, en fait, l'anthropomorphisme est en bas et l'axe Y, c'est la familiarité, plus on s'approche donc du réalisme vivant, plus on va aimer jusqu'à un certain point, qui est le premier sommet, où là on voit les robots humanoïdes actuels, c'était en 2005, mais on les voit encore beaucoup là, à part chez les Japonais et quelques Américains qui font ces clones de personnes. Et puis après, sinon on tombe dans un refus de ce genre d'outils, parce que ça devient horrible, ça devient dément. C'est le cadavre,
c'est le cyborg, c'est tout ce qui nous fait peur dans Frankenstein, et donc on rejette cette idée. Pour donner un exemple, HRP4, c'est un robot japonais qui défilait avec des robes et qui chante au Japon, qui n'est pas complètement autonome, mais qui a une représentation très, très proche d'un humain, avec presque une peau satinée. On se demande si elle n'est pas chaude aussi. Il y a beaucoup de recherches sur une peau artificielle qui a une chaleur. Et cette machine, quand je l'ai vue, moi, était presque parfaite, sauf qu'elle avait des mains 2 fois plus longues ou 1 fois et demie plus longues que les miennes. Et je me suis demandé qu'est-ce qui se passait. Et en fait, il y avait des petits moteurs dedans pour avoir une dextérité plus forte. Donc, peu importe, chacun est différent, mais il y a des détails qui vont nous troubler et on va refuser ce genre de machine. Donc mon hypothèse de travail, c'est qu'il est possible d'extraire dans le contenu linguistique et paralinguistique des informations de type émotionnel et de créer des modèles pour travailler sur ces systèmes. Donc on le fait pour 2 choses, l'interaction humain-machine en temps réel et puis l'analyse de traces de dialogue. Ensuite, on l'a fait dans des call centers, dans des serious games pour de la remédiation sur les phobies sociales, par exemple, avec la salpêtrière. Et puis, je travaille beaucoup en ce moment sur la robotique et l'assistance à des personnes âgées dépendantes. On fait aussi un profilage de l'individu en fonction de certaines caractéristiques. C'est des tendances qu'on va chercher dans son comportement en interaction. On a aussi des projets sur l'humour. Pourquoi faire de l'humour? Pour détendre une situation, pour mettre en confiance, pour réparer une erreur. Donc, il y a beaucoup de recherches autour de ça. Et j'ai une thèse qui sera bientôt terminée sur ces sujets autour de l'humour. Quand il est plus facile de parler à une machine, donc l'Université de Californie du Sud a créé une machine qui s'appelle Ellie. Son but, c'est dans la vie, c'est détecter chez les militaires des signes de syndrome post-traumatique ou de dépression. C'est utilisé aussi pour, par exemple, des femmes violées qui voudraient parler, mais préfèrent parler à des machines qu'à des humains pour des sujets comme cela. L'intérêt pour l'assistance, donc c'est évidemment des machines qui seront là pour prêter assistance à la personne, mémoriser son agenda, lui dire quand c'est l'heure de manger, si je pense à des Alzheimer. On fait beaucoup de tests à l'hôpital Broca avec des gérontologues, on en a fait il y a quelques semaines. Ces machines sont là 24/24, en complément des personnes soignantes, c'est pas en remplacement, c'est absolument cette complémentarité qu'il faut essayer de trouver. La machine est patiente, elle peut répéter, écouter, rassurer et créer du lien social, beaucoup plus qu'on ne le pense. Mais voilà, il y a des tensions éthiques importantes, donc je pense qu'il faut se poser les questions d'isoler les gens ou d'augmenter leur interaction sociale dès lors qu'on a ces systèmes affectifs. Il faut évaluer un certain nombre de risques, l'infantilisation, la dépendance psychologique, l'anxiété, les communications inappropriées, la conception inadaptée. Donc moi je fais partie de cette commission sur l'éthique qui s'appelle la CERNA, qui est une commission où on travaille sur l'éthique des chercheurs. On a produit ce livre sur la robotique, donc avec l'idée qu'il faut bien repréciser tout le temps que la machine n'a pas d'émotion ni une réelle compréhension. Il y a une partie sur l'affect, c'est pour ça que j'ai participé à ce document. Et puis, l'un des buts de ce qu'on fait en recherche, en robotique sociale, c'est d'essayer d'empêcher un déficit de confiance de la part des utilisateurs, mais aussi d'empêcher une confiance trop aveugle dans le robot. Donc mon discours, il est un peu complexe peut-être, parce que là, à la fois je suis une sympathisante des robots, et en même temps je dis attention, il y a quelques risques qui seraient importants de gérer maintenant. Les préconisations en robotique étaient autour de 3 thèmes: l'imitation du vivant, l'autonomie, les capacités décisionnelles, et la réparation et l'augmentation de l'homme par la machine. Les challenges sont nombreux, donc la gestion et l'analyse éthique responsable des données, donc il y a beaucoup de choses qui sont faites. L'explicabilité d'une prise de décision algorithmique, la robustesse aux biais dont j'ai parlé, par exemple en deep learning, où il y a beaucoup de travaux de recherche là-dessus. Donc on vient de produire un rapport à la CERNA que j'ai animé, avec Serge Abitboul qui s'occupe des sciences de données, Gilles Dowek, donc qui est académicien, Serge Abitboul, Gilles Dowek qui est directeur à l'INRIA, et puis Alexandre Gribaud qui est philosophe et travaille au CEA sur les nanotechnologies, avec Daniel Boursier qui est juriste, et puis Noza Bougema qui est très active et a monté Transalgo, une plateforme où on travaille sur la science des données et l'idée d'accompagner les industriels qui voudraient travailler sur des projets innovants et en même temps des projets où on cherche à mettre en avant le respect des données, l'anonymisation, l'éthique. Et Max Dechet qui est président de la CERNA. Raja Chatila qui est directeur de l'USIR et qui est très influent sur tout le monde robotique en ce moment, et j'en reparle un peu après. Et les questionnements qu'on avait, donc qu'on décrit dans ce rapport qui est accessible sur Internet, il est accessible depuis le 19 juin, vous voyez, il n'y a pas longtemps, et on a fait une présentation à l'Institut Mines-Télécom la semaine dernière. Donc les questionnements sont autour des données, de l'autonomie, de l'explicabilité, de l'évaluation de ces systèmes d'apprentissage, des décisions, qu'est-ce que c'est que le consentement éclairé dans ces systèmes, la responsabilité dans les relations hommes
machine. Donc je vous envoie et recommande d'essayer de lire ce rapport, qui est très court, hein, c'est 30 pages, c'est des chercheurs qui l'ont écrit, certes, mais il y a aussi le contexte national, international qui est écrit. Les spécificités qu'on voulait montrer dans ce rapport, c'est que le choix des données est essentiel, hein, et la traçabilité aussi, et donc c'est important, qu'il n'y a pas de spécification dans ces machines, donc c'est difficile de les évaluer. Donc c'est un apprentissage sans compréhension, donc comment on peut rajouter des outils techniques pour essayer d'expliquer les comportements, qu'est-ce qu'on peut visualiser, il y a beaucoup de recherches sur la visualisation aussi. Ensuite, on a défini un nouvel agent, il y a le concepteur, mais il y a aussi l'entraîneur, parce que vous pouvez prendre tout sur étagère, les systèmes, et puis quelqu'un d'autre, en fait, qui n'est pas le concepteur du système, ce qu'on fait beaucoup, puisqu'on va chercher des librairies de Google, etc., pour faire ces systèmes. L'entraîneur, lui, il va renseigner avec des données. C'est lui qui met des données dans le système. Et puis, il y a l'utilisateur. Et puis, l'utilisateur peut être aussi l'entraîneur. Si mon système, après sa sortie d'usine, je caricature, je peux changer encore son état avec la prise en compte des données de la personne. Donc, il y a une évolution dynamique du modèle qu'il faut prendre en compte dans l'évaluation. Et puis, ce système peut être instable. C'est ça qu'il faut vérifier aussi lorsqu'on évalue. Et l'évaluation, le contrôle est extrêmement important. Et donc, je vous donne ce pointeur sur Paris-Saclay, où il y a une plateforme de gestion des données et d'analyse qui s'appelle Transalgo. On a monté aussi un institut de convergence I2Drive, qui est un institut sciences du numérique et sciences humaines, autour de ces problématiques de big data et d'apprentissage. Qui sera responsable d'un préjudice, hein, derrière il y a ça. Hein. Pour les robots, on a vu beaucoup de choses bigarrées arriver dans les médias. Une personnalité juridique pour les robots, par exemple, qui n'était pas une bonne idée, parce que c'est dangereux. Donc je peux répondre à ces questions après. Et il existe des choses déjà qui existent dans la loi, responsabilité du fait des choses, du fait des produits défectueux, qui pourraient être utilisés. On peut s'inspirer de la responsabilité du fait des animaux aussi. Qu'est-ce que c'est que la propriété intellectuelle? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un robot, un robot ou un système de deep learning, on dit qu'il crée quelque chose? Vous avez entendu parler d'une machine qui est capable de faire de la peinture, un journaliste, un bot avocat. Il y a eu beaucoup d'exemples dont je rappelle dans mon livre, en fait, en donnant beaucoup d'exemples sur toute la planète, sur des choses très avancées sur ces sujets. Et voilà, qui invente? Est-ce que c'est la machine elle-même? Ou est-ce que c'est l'humain qui a créé la machine? Ou est-ce que c'est l'entraîneur qui a mis les données? Voilà, c'est pas si simple, et en tout cas, la machine ne crée pas. Je crois qu'il faut rester sur une évidence que la création numérique, c'est du domaine de l'humain. C'est-à-dire c'est l'humain qui a créé la machine qui crée quelque chose, peut-être, mais pas une autonomie de création. Et pour terminer cette présentation un peu à la cadence rapide, mais j'espère que vous avez apprécié. Donc moi, je fais partie de l'initiative sur l'éthique des machines autonomes dans I3E. I3E, c'est une société savante sur le numérique, électronique numérique, des ingénieurs, qui a 400 000 membres dans le monde entier, qui a des antennes dans 160 pays. Et donc cet ensemble, ce regroupement de chercheurs et d'industriels, hein, il y a des gens aussi de l'université de la Singularité, des industriels comme Google, Facebook sont présents également, travaillent ensemble sur cette idée de qu'est-ce qu'il faudrait, à quoi il faudrait réfléchir, et derrière il y a l'idée de faire des normes et des standards. Pour vous donner les leviers importants de cette initiative, le premier, c'est d'éduquer les ingénieurs à ce que c'est que l'éthique, mais aussi les journalistes, les chercheurs, les industriels. I3E a fait par exemple des sessions spéciales pour les journalistes, en disant voilà, il faut absolument qu'ils sachent de quoi on parle quand on parle de deep learning, qu'on ne dise pas n'importe quoi sur ce que peut faire cette machine. Pour les industriels, je pense que vous montez tout le monde monte en compétences, mais il est réel qu'aux États-Unis, on sait bien monter en compétences entre le terreau des chercheurs et des industriels, hein, puisque les Google, Facebook, etc. sont accolés à Stanford ou à Berkeley ou à d'autres universités, ce qui est très rare en France, puisqu'en fait nos bons chercheurs à l'ENS, etc., sont accolés à Facebook. Enfin, il y en a peu des initiatives comme ça. Il y en aura de plus en plus, je l'espère, mais c'est un des sujets qui est important à traiter. Alors, expliciter des règles éthiques à coder dans le robot, il faut rester mesuré sur ce qu'on pourra faire ou pas faire. Il ne s'agit pas de coder des règles morales qui ne seraient que faciles à contourner. Hein. On peut penser à des exemples qui sont arrivés dans l'automobile récemment. Apprendre en continu des valeurs morales, c'est apprendre les valeurs morales de la société, qui n'est peut-être pas morale. Donc il faut aussi comprendre que tout ça est lié à une culture, ce n'est pas générique à toute civilisation, lié à des individus. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces domaines-là? Donc c'est
des réflexions qui sont extrêmement intéressantes. Ces sujets sont sur Internet, accessibles. Il y a 2 rapports en ligne. Mettre en œuvre les outils, c'est là où les informaticiens ont un rôle à jouer aussi, et sûrement les industriels sur le fait de les utiliser ou de faire des projets communs pour bien comprendre quels sont les outils à mettre en œuvre pour faire des contrôles. Et enfin, à la fin seulement, avoir une réglementation juridique ou des standards, comme font les anglo-saxons, et ça va venir à la fin de ces réflexions. Donc moi j'ai travaillé sur le groupe sur l'affective computing, avec justement Rosalind Picard qui était à l'origine de ces travaux, et les valeurs morales. Donc pour terminer, voilà, j'explique en grande partie ce que je vous ai dit ce matin dans ce livre. Un grand merci alors.